Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMizvot, 3 Iyar, 5785. Commandement positif numéro 153. Il s'agit du commandement que le Saint béni soit-il nous a ordonné à propos du compte des mois et des années. C'est le commandement de la sanctification du mois tiré du verset suivant. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Nos maîtres expliquent ainsi ce verset. Le témoignage sera votre apanage. Cela signifie que ce commandement n'est pas confié à tout un chacun, comme c'est en revanche le cas du Shabbat qui commémore la création et pour l'accomplissement duquel chacun est tenu de compter 6 jours et de cesser tout travail le 7e jour. Il n'est pas du ressort de chacun apercevant la nouvelle lune de décider que ce jour est le premier du mois ou de fixer le début du mois sur la base des calculs qu'on lui a enseignés ou en voyant que le printemps sera tardif ou sur la base d'autres considérations, d'ajouter un 13e mois intercalaire. Ce commandement ne peut jamais être exécuté par quiconque, sauf par le grand Sanhédrin exclusivement et seulement en Israël. C'est pourquoi, en raison de l'absence d'un grand Sanhédrin à l'heure actuelle, l'observation de la nouvelle lune n'est plus pratiquée de nos jours. De même que les sacrifices sont supprimés du fait que nous n'avons pas le temple. À ce sujet précisément, les sectes hérétiques nommées ici en Orient karaïtes se fourvoient. Même quelques rabbins n'ont pas réussi à saisir ce point fondamental et ont commencé à s'égarer dans l'obscurité la plus épaisse. Sache que ces calculs auxquels nous nous livrons de nos jours et grâce auxquels nous connaissons les dates des néoménies et des fêtes ne peuvent être effectués valablement qu'en Israël. Cependant, lors de périodes critiques et en l'absence des maîtres d'Israël, il est permis à un tribunal rabbinique ayant reçu l'ordination en Israël d'intercaler des mois et de déterminer les néoménies en dehors du pays d'Israël, ainsi que l'a fait Rabbi Akiva, de mémoire bénie, d'après ce que nous rapporte le Talmud. Cette procédure, toutefois, pose de grands problèmes et l'on sait qu'il y eut presque toujours des maîtres en Israël, et que ce furent eux qui déterminèrent les néoménies et les années intercalaires selon les méthodes adoptées par la tradition, lorsqu'ils étaient rassemblés. Nous sommes ici en présence d'un des plus grands fondements de notre foi, qui ne peut être connu et compris sans une profonde réflexion. Quant à l'heure actuelle, nous raisonnons au moyen de la table des années intercalaires qui se trouve en nos mains, en dehors d'Israël, et que nous déterminons que tel jour sera une néoménie et que tel autre une fête. Nous ne basons pas sur notre propre raisonnement, ce faisant. Au contraire, c'est grâce au fait que le tribunal rabbinique en Israël a fixé en son temps que tel jour serait celui de la néoménie ou d'une fête, que ce jour devient le premier jour du mois, ou un jour de fête, que leur décision à l'époque ait été basée sur des calculs ou sur l'observation de la nouvelle lune. C'est ainsi que l'a interprété notre tradition. Voici les sonalités de l'Éternel, convocation sainte, que vous proclamerez vous-même en leur saison. Ce verset signifie que je n'agrée aucune autre fête que celle proclamée par vous-même. En d'autres termes, les fêtes seront fixées d'après ce que les sages auront proclamé, même dans la méprise, même avec préméditation, même induit en erreur, comme la tradition l'affirme. De nos jours, nous ne faisons de calcul que pour savoir quel jour a été fixé par les habitants d'Israël, puisque c'est de cette manière que l'on fixe et établit le calendrier à notre époque et non par l'observation de la nouvelle lune. Nous nous référons aux décisions que ces derniers et non à nos calculs, qui ne sont que des confirmations de points déjà établis. Il faut bien se pénétrer de ce principe. J'ajouterai à cela encore une explication. Supposons par exemple que les habitants d'Israël aient disparu du pays, que Dieu nous en préserve d'une telle chose, puisqu'il nous a promis qu'il n'effacerait ni ne déracinerait pas totalement les restes du peuple, et qu'il n'y ait plus de tribunal rabbinique là-bas, et qu'en dehors d'Israël, il n'existe aucun tribunal rabbinique ayant reçu son ordination en Israël. Dans ce cas, nos calculs ne nous seraient d'aucune utilité car nous ne devons pas faire de calculs en dehors d'Israël pour déterminer les années intercalaires ou les néoménies, sauf dans les conditions précitées, comme nous l'avons expliqué. C'est de Sion que sort la doctrine et de Jérusalem la parole du Seigneur. Si une personne avertie analyse ce que le Talmud dit à ce sujet, elle comprendra que tout ce que nous avons expliqué est correct et indubitable. On trouve dans la Torah des allusions démontrant la base des principes sur lesquels nous fondons notre connaissance des néoménies et des années intercalaires.
Voici l'un de ces passages, et tu observeras cette institution en son temps à chaque anniversaire. À ce sujet, nos maîtres ont dit, cela nous enseigne que l'on ne doit grossir l'année d'un mois intercalaire qu'au moment de l'année le plus rapproché de la saison en question, c'est-à-dire au mois d'Adar précédant le mois de Nissan, mois de la fête de Pâques. Ils ont précisé en outre ce qui suit. D'où sait-on que la décision d'ajouter un mois supplémentaire ou de proclamer l'année Oménie n'est valable que si elle a été prise de jour. Du verset suivant de la Torah littéralement, de jour en jour. Quant au passage, il sera pour vous le premier des mois de l'année, nos maîtres l'ont interprété ainsi. Ce sont les mois que tu comptes pour arriver au total d'une année, mais tu ne comptes pas les jours pour arriver au total d'une année. Ceci veut dire que l'intercalation doit être d'un mois entier. Il est également écrit un mois composé de jours. Nos maîtres commencent ces mots de la manière suivante. Ce sont les jours que tu comptes pour arriver au total d'un mois, mais tu ne comptes pas les heures pour arriver au total d'un mois. Ils ajoutent que le verset prend garde au mois de la germination. Et là pour nous enseigner que dans notre calendrier, nous devons prendre en considération les saisons de l'année, de manière à conserver des années solaires. Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont entièrement expliquées dans le premier chapitre du traité Sanhédrin, dans le traité Rosh Hashanah et aussi dans le traité Berakot. Alors, 3 prakim. 3 Iyar 5785, Sefer Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 6. 1. À l'époque où on sanctifiait les nouveaux mois, en se fondant sur l'apparition de la lunaison du nouveau mois, on calculait l'heure de la conjonction de la lune et du soleil de façon très précise, à la manière des astronomes, afin de déterminer si la lune apparaîtra ou non. La première étape de ce calcul est le calcul approximatif de l'heure de cette conjonction par lequel on détermine leur conjonction sans précision en considérant leur trajectoire moyenne. Cela est appelé le molad. Et les principes de calcul que l'on utilise en l'absence de la cour rabbinique pour déterminer le nouveau mois, le fondement de l'apparition de la lunaison du nouveau mois, et qui est le calcul que nous utilisons à présent, est appelé Ibour. 2. Le jour et la nuit sont toujours divisés en 24, 12 heures dans la journée et 12 heures dans la nuit. Et l'heure est divisée en 1080 unités. Pourquoi ont-ils les sages divisé l'heure selon ce nombre? Parce que ce nombre est divisible par 2, par 4, par 8, par 3, par 6 et par 9, par 5 et par 10. Et chacune de ces fractions contient de nombreuses unités. 3. Selon ce calcul, l'intervalle entre une conjonction entre la Lune et le Soleil est une seconde selon leur mouvement moyen est de 29 jours, 12 heures de 30e jour et 793 unités de la 13e heure. Cela représente un intervalle de temps entre chaque molade et donc constitue un mois lunaire. 4. Une année lunaire qui compte 12 de ces mois compte 345 jours, 8 heures et 876 unités. Et si elle embolismique, de sorte qu'elle compte 13 mois, elle compte 383 jours, 21 heures et 589 unités. Une année solaire compte 365 jours et 6 heures. Il s'ensuit qu'une année solaire compte 10 jours, 21 heures et 204 unités de plus qu'une année lunaire. 5. Si on divise les jours d'un mois solaire par 7, ceci correspondant au nombre de jours de la semaine, il reste un jour, 12 heures et 793 unités. Leur signe est 1, 12, 793. Ceci est le reste d'un mois lunaire. Et de même, si on divise les jours d'une année lunaire par 7, si c'est une année ordinaire, il reste 4 jours, 8 heures et 876 unités. Leur signe est 4, 8 et 876. Ceci est le reste d'une année ordinaire. Et le reste d'une année embolismique est 5 jours, 21 heures et 589 unités. Leur signe est 5, 21, 589. 6. Quand tu connais le temps du molad d'un mois particulier et que tu ajoutes 1, 12 et 793, tu obtiens le l'heure du molad qui suit. Tu peux ainsi savoir le jour de la semaine, l'heure et le nombre d'unités auxquelles il aura lieu. C'est comment cela s'applique-t-il? Si le molad du mois de Nissan a lieu le dimanche, à 5 heures et 107 unités, leur signe étant 1, 5 et 107, et que tu ajoutes le reste d'un mois lunaire qui est 1, 2, 793. Tu obtiens l'heure du molad de Iyar. La nuit de mardi à 5 heures dans la nuit est 900 unités. Leur signe est 3, 5 et 900. On utilise la même méthode mois après mois pour l'éternité.
8. Et de même, en connaissant l'heure du molad d'une année, et en y ajoutant son reste, le reste d'une année ordinaire s'il s'agit d'une année ordinaire et le reste d'une année embolismique s'il s'agit d'une année embolismique. Tu obtiens l'heure du molad de l'année suivante. Et de même, année après année pour l'éternité. Le premier molad pour lequel tu dois commencer à compter est le molad de la première année de la création, qui était la nuit du lundi à la 5e heure de la nuit et 204 unités. Leur signe est 2, 5 et 204. Ceci est le point de départ pour ces calculs. 9. Dans tous ces calculs, pour déterminer le molad, quand tu ajoutes un reste à un autre et que tu obtiens 1800 unités, ajoute une heure au compte des heures. Et quand tu arrives à 24 heures, ajoute un jour au compte des jours. Et quand le nombre de jours est supérieur à 7, retranche 7 et garde le reste. Car le but de nos calculs n'est pas de savoir le nombre de jours, mais quel jour de la semaine et à quelle heure tombe le molad. 10. Chaque cycle de 19 ans que comprend cette année embolismique et 12 années ordinaires est appelé Amazor. Pourquoi cette base a-t-elle été prise comme référence? Car lorsque tu fais le total des jours des 12 années ordinaires et des 6 années embolismiques de leur heure et de leur unité en comptant 1080 unités pour une heure et 24 heures pour un jour, et en les ajoutant au compte des jours, tu obtiens 19 années lunaires, dont chacune compte exactement 365 jours et 6 heures. Il n'y a qu'une heure et 185 unités de différence avec le calendrier solaire au bout de 19 ans. Le signe est 1 et 485. 11. Ainsi, pour un tel cycle de 19 ans, les mois sont tous des mois lunaires et les années des années solaires, pour ce qui est du respect des Tekufot. Et les 7 années embolismiques dans chaque cycle selon ce compte sont la 3e année du cycle, la 6e, la 8e, la 11e, la 14e, la 10e et la 19e année. Leur signe est 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19. 12. Quand tu fais le total du reste de chacune des 12 années ordinaires, qui reste 4, 8, 876, et du reste de chacune des années embolismiques, qui est 5, 21, 879, et que tu divises toute la somme par 7, il reste 2 jours, 16 heures et 595 unités. Leur signe est 2, 16, 595. Ceci est le reste du cycle. 13. En connaissant le molad du début du cycle, et en ajoutant 2, 16, 595, tu obtiens le début du cycle suivant. Et de même, il est ainsi possible de déterminer le molad de chaque cycle, pour l'éternité. Et comme nous l'avons déjà expliqué, le molad du début du premier cycle était 2, 5, 204. Et le molad d'une année correspond au molad du mois de Tishri de cette année. 14. Pour cette méthode, tu peux déterminer le molad de l'année et du mois que tu désires, parmi les années passées ou les années futures. Comment? Prends le nombre d'années qui sont passées jusqu'au mois de Tishri de l'année que tu désires et divise-les en cycles de 19 ans. Ainsi, tu pourras déterminer le nombre de cycles passés et le nombre d'années passées dans le cycle en cours. Ajoute à chaque cycle 2, 6, 195 et à chacune des années ordinaires du cycle en cours 4, 8, 876 et à chaque année embolismique de ce cycle 5, 21, 589. Fais la somme totale en comptant les groupes de 1080 unités comme des heures et les groupes de 24 heures comme des jours. Divise les jours en groupes de 7, ce qui est indivisible par 7 et reste des jours, des heures et des unités ajoutées à 2, 5, 204, correspond au molad de l'année donnée. 15. Le molad de l'année obtenu par ce compte est le molad du mois du premier du mois de Tishri. En y ajoutant 1, 12, 793, tu obtiens le molad du mois de Mar Eshvan. Et en ajoutant au molad du mois de Mash Eshvan, 1, 12, 793, tu obtiens le molad du mois de Kislev. Et de même, il est possible de déterminer le molad pour chaque mois, l'un après l'autre pour l'éternité. Sefer Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 7. 1. On ne fixe jamais le premier du mois de Tishri un dimanche, un mercredi ou un vendredi, malgré le fait que le molad a lieu l'un de ces jours selon ce compte. Leur signe de ces jours est A et A. Plutôt, quand le molad a lieu l'un de ces 3 jours, on fixe le premier du mois de Tishri le jour suivant.
Comment cela s'applique-t-il? Si le molad a lieu un dimanche, on fixe le premier du mois de Tishri le lundi. Et si le molad a lieu le mercredi, on fixe le premier du mois de Tishri le jeudi. Et si le molad a lieu le vendredi, on fixe le premier du mois de Tishri le Shabbat. Et de même, quand le molad du mois de Tishri a lieu à la mi-journée ou après la mi-journée, on fixe le premier du mois le jour suivant. Comment cela s'applique-t-il? Si le premier du mois a lieu lundi à la 6e heure de la journée ou après, on fixe le premier du mois mardi. Et si le molad a lieu avant la mi-journée, même une unité, on fixe le premier du mois le jour du molad. Sous réserve que ce jour ne soit pas un dimanche, un mercredi ou un vendredi. 3. Quand le molad du mois de Tishri a lieu à la mi-journée ou après la mi-journée et qui le premier du mois est différé au lendemain, si le jour qui suit est un dimanche, un mercredi ou un vendredi, il est différé au jour suivant. Le premier du mois sera donc fixé 3 jours après le molad. Quel est le cas? Si le molad a lieu le Shabbat à la mi-journée, le signe est 7, 18, on fixe le premier du mois de Tishri d'une telle année le lundi. Et de même, si le molad du mois de Tishri a lieu à la mi-journée ou après la mi-journée, on fixe le premier du mois le jeudi. 4. Quand le molad du mois de Tishri d'une année ordinaire a lieu la nuit de mardi à 9h et 204 unités, le signe étant 3, 9, 204. Ou après, dans la nuit, on diffère le premier du mois et on ne fixe pas le mardi, mais le jeudi. 5. Et de même, si le molad du mois de Tishri d'une année qui fait suite à une année embolismique a lieu le lundi à la 3e heure de la journée et 589 unités, le signe étant 2, 15, 589. Ou après, dans la journée, on ne fixe pas le premier du mois de Tishri le lundi, mais le mardi. Rien. Si le molad de cette année ordinaire précédemment mentionnée a lieu une unité avant, par exemple s'il tombe à l'instant désigné par le signe 3, 9, 203 ou avant, on le fixe le premier du mois de Tishri mardi. Et de même, si le molad d'une année qui fait suite à une année embolismique a lieu mardi même, une unité avant, par exemple, si son signe est 2, 15, 588 ou avant, on le fixe le premier du mois de Tishri le mardi. Telle est donc la manière de déterminer le premier du mois de Tishri selon ce compte. On évalue et on détermine quel jour tombe le molad, à quelle heure, dans la journée ou dans la nuit, et à combien d'unités. Et le jour du molad est toujours le jour que l'on fixe pour le premier du mois, à moins que ce soit un dimanche, un mercredi ou un vendredi, que le molad ait lieu à la mi-journée ou après la mi-journée, qu'il y ait lieu dans la nuit du mardi à 204 unités de la 10e heure ou plus tard, ou qu'il tombe un lundi à 589 unités de la 4e heure après la mi-journée ou plus tard de ce jour, dans le cas d'une année ordinaire qui fait suite à une année embolismique. Si l'un de ces 4 cas se produit, on ne fixe pas le premier du mois de Tishri le jour de molad, mais le lendemain ou le super-lendemain, comme nous l'avons expliqué. 7. Et pourquoi ne fixe-t-on pas le premier du mois de Tishri un dimanche, un mercredi ou un vendredi? Parce que ce calcul détermine la conjonction de la Lune et du Soleil suivant leur trajectoire moyenne, et non par rapport à leur position exacte, comme cela a été expliqué. C'est pourquoi les sages ont institué que le premier du mois soit fixé un jour et différé un autre, pour en arriver au jour où a lieu la véritable conjonction. Quel est le cas? Quand le molad a lieu le mardi, on fixe le premier du mois ce jour. Quand il y a lieu mercredi, on diffère le premier du mois au lendemain. Quand il y a lieu jeudi, on fixe le premier du mois ce jour. Quand il y a lieu de vendredi, on diffère le premier du mois au lendemain. Quand il y a lieu le Shabbat, on fixe le premier du mois ce jour. Quand il y a lieu dimanche, on diffère le premier du mois au lendemain. Et quand il y a lieu mardi, on fixe le premier du mois ce jour. 8. Le principe essentiel précédemment énoncé, à savoir que le calcul est fondé sur la trajectoire moyenne, est également la raison des 4 autres critères pour lesquels le premier du mois est différé. La preuve en est que lorsque le molad a lieu la nuit du mardi et que le premier du mois est différé à jeudi, de nombreuses fois, la lune n'apparaît ni la nuit de jeudi ni la nuit de vendredi. Nous pouvons en déduire que la véritable conjonction de la lune et du soleil n'a eu lieu que jeudi. Sefer Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 8. Un mois lunaire dure 29 jours et demi et 793 unités, comme nous l'avons expliqué. Il est impossible de dire qu'un premier du mois commence en milieu de journée, de sorte qu'une partie de la journée appartienne au mois passé et une partie au mois suivant, comme il est dit, jusqu'à un mois composé de jours. La tradition orale nous enseigne qu'il faut compter les jours
pour définir un mois, mais pas les heures. 2. C'est pourquoi certains mois lunaires sont établis comme écourtés et d'autres pleins. Un mois écourté compte 29 jours seulement, malgré le fait qu'un mois lunaire est plus long de quelques heures. Un mois plein compte 30 jours, malgré le fait qu'un mois lunaire est plus court de quelques heures, afin de ne pas compter les heures d'un mois, mais des jours entiers. 3. Si un mois lunaire comptait exactement 29 jours et demi, toutes les années compteraient une succession d'un mois plein et un mois écourté. Une année lunaire compterait 354 jours, c'est-à-dire 6 mois écourtés et 6 mois pleins. Mais du fait des unités que chaque mois lunaire exact compte en plus de la moitié de la 29e journée qui s'additionne finalement pour constituer des heures et des jours. Certaines années comptent plus de mois écourtés que de pleins. Et dans certaines années, il y a plus de mois pleins que d'écourtés. Car selon ce compte, le 30e jour est toujours à compter comme Rosh Chodesh. Si le mois passé était écourté, le 30e jour sera Rosh Chodesh du mois suivant. Et si le mois passé était plein, le 30e jour sera Rosh Chodesh, étant donné qu'une partie de ce jour est fait partie de Rosh Chodesh, c'est-à-dire du mois suivant. Néanmoins, il est compté comme le complément du mois plein précédent. Dans ce dernier cas, le 30e jour est également le Rosh Chodesh du mois suivant. Et c'est à partir de lui que commence le compte des jours du mois suivant. C'est le jour qui est établi comme Rosh Chodesh. Ainsi, selon ce calcul, certains mois ont seulement un jour de Rosh Chodesh et d'autres sont 2 jours de Rosh Chodesh. 5. L'ordre des mois pleins est écourté selon ce compte et le suivant. Tishrei est toujours plein. Tevet est toujours écourté. Et à partir de Tevet, il y a un mois plein et un mois écourté. Dans l'ordre, comment cela s'applique-t-il? Tevet est écourté, Shevat est plein, Adar est écourté, Nissan est plein, Iyar est écourté, Sivan est plein, Tammuz est écourté, Av est plein, Elul est écourté. Dans une année embolismique, le premier Adar est plein et le second Adar est écourté. 6. Il reste 2 mois qui sont Marsheva, Eshvan et Kislev. Parfois, ils sont tous les deux pleins, et parfois, ils sont tous les deux écourtés. Et parfois, Eshvan est écourté et Kislev est plein. Une année dans laquelle ces 2 mois sont pleins est une année dont les mois sont qualifiés de pleins. Une année dans laquelle ces 2 mois sont écourtés. Ces mois sont qualifiés d'écourtés. Et une année dans laquelle Eshvan est écourté et Kislev est plein. Ces mois sont appelés en ordre. C'est la manière de savoir si les mois d'une année sont pleins, écourtés ou en ordre, d'après ce compte, est la suivante. Tout d'abord, détermine le jour de Rosh Hashanah de l'année dont tu désires connaître l'ordre des mois. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 7, détermine alors le jour de fixation de Rosh Hashanah de l'année suivante, compte le nombre de jours qui les séparent, sans inclure le jour de la fixation de chacune d'entre elles. S'il y a seulement 2 jours entre eux, les mois de l'année seront écourtés. Et s'il y a 3 jours, ils seront en ordre. Et s'il y a 4 jours, entre eux, les mois de l'année seront pleins. 8. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand l'année dont tu désires connaître l'ordre des mois est ordinaire. Par contre, si elle est embolismique, la règle suivante s'applique. S'il y a entre le jour de la fixation de Rosh Hashanah de l'année embolismique et le jour de fixation de Rosh Hashanah de l'année suivante, 4 jours, les mois de cette année embolismique seront écourtés. S'il y a 5 jours entre eux, ils seront en ordre. Et s'il y a 6 jours entre eux, ils seront pleins. « 9. Comment cela s'applique-t-il? Si l'on veut connaître l'ordre des mois d'une année donnée et que Rosh Hashanah tombe jeudi, c'est une année ordinaire et Rosh Hashanah de l'année suivante tombe lundi. Il y a donc 3 jours entre eux. Et les mois de l'année dans l'ordre. Et si Rosh Hashanah de l'année suivante tombait un mardi, les mois de cette année seraient pleins. Et si Rosh Hashanah de cette année, dont on désire connaître l'ordre des mois, tombait un Shabbat, et dans l'année suivante un mardi, les mois de cette année seraient écourtés. Et de la même manière, on compte pour une année embolismique, comme nous l'avons expliqué. 10. Il y a des signes sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas se tromper dans le calcul de l'ordre des mois de l'année. Ils sont fondés sur les principes fondamentaux du calendrier et des jours de la fixation et de ce qui, des jours de Rosh Hashanah est différé, précédemment défini. Les voici, toute année dont Rosh Hashanah tombe un mardi et les mois sont toujours dans l'ordre, qu'elles soient ordinaires ou embolismiques.
Et si Rosh Hashanah tombe un Shabbat ou un lundi, l'année ne sera jamais en ordre. Ces mois ne seront pas en ordre. Quelle année soit ordinaire ou embolismique. Et si Rosh Hashanah tombe un jeudi et que c'est une année ordinaire, il est impossible que ces mois soient écourtés selon ce compte. Et si elle est embolismique, il est impossible que ces mois soient en ordre selon ce compte. Amen. Tu veux rajouter quelque chose? Pascal? 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 Tu veux rajouter quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est l'exemple même de ce qu'on appelle de l'équilibre, Non, mais c'est important. d'une complicité, d'une complémentarité. Voilà. Puis ça nous apprend les cycles aussi. Pas seulement, Pas seulement, parce que il y a un accord qui est fait, et tu vois bien qu'il y a un respect mutuel des deux parties. Oui, il y a Il y a une équité. Il n'y a pas forcément une égalité qui, tu vois, frappante, non, mais il y a une équité. Ouais, il y a une balance. Une équité en fonction de la fonction, justement. Voilà. Pour garder un équilibre. Voilà, c'est pour ça que la différence de notre calendrier avec les autres, c'est que, sont basés uniquement sur la Lune, d'autres sont basés uniquement sur le Soleil, et que nous, on tient compte des deux. Oui. Parce qu'on ne compte pas les heures dans le mois. Non. On compte les heures dans la journée. Oui. 12 heures et 24 heures. Ou 24 heures et 12 heures. Ouais, 2 fois 12 heures. Oui. Voilà. 2 fois 12 heures. L'équilibre. Ouais, La complicité, la complémentarité. Jour, 2 fois 12 heures pour en faire 24. Oui, ça fait jour, nuit ou obscurité, lumière. Oui, aussi. Oui. Mais c'est un équilibre. Tu vois bien qu'en été, oui, les jours se rallongent. Oui, c'est. non, les jours sont rallongés. Ouais. Ils redescendent. Ah, il faut savoir que aux alentours du 25 et 26 décembre, à peu près entre le 24 et le 26 décembre, les jours, il y a un changement. Les jours commencent à raccourcir. Et en été, c'est à partir du 31 juillet, je crois, ou 31 août, fin juillet, qu'il commence à raccourcir. Voilà, raccourcir et l'autre, c'est ça. Voilà. Ce qui fait le cycle de l'été et de l'hiver. Et ça joue sur notre spiritualité, sur notre organisme, il y a tout ça qui est. C'est les influences qui sont naturelles, puisqu'elles viennent de l'organisation de la chaîne. Tu vois? Donc, c'est à prendre en compte, quoi, on va dire. Non, mais c'est plus qu'à prendre en compte. Il vaut mieux écouter celle-ci que celle de la radio, du téléphone, ou de la télé, ou... Voilà. Ben c'est pour ça que d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, que tout le monde doit savoir, c'est pour ça qu'on coupe les cheveux, par exemple, si elle est descendante ou montante, pour savoir si. Oui, non, mais là, il y a à dire et à en redire, parce que là, c'est plus, essayer de se servir des situations cosmiques à ton profit personnel. Tu vois? Mais c'est-à-dire que normalement, ça, c'est pas autorisé. Mais c'est autorisé que dans certains cas où t'en as réellement besoin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai bien compris. Au niveau de ton équilibre. Non, mais nous, on le fait pas. Au niveau de ton équilibre physique et corporel. Nous, on le fait pas, mais voilà. je veux dire que c'est. Non, mais tu peux. Ça sort de. Dans certains cas. Mais ça sort de là. Je veux dire, ça peut être autorisé vraiment dans des cas où c'est un manque si ça se fait pas. Voilà. Je vois, quand t'es en calvitie. Donc t'as besoin. Non, mais c'est un stimulant. Les cheveux, s'ils poussent plus vite, c'est que ça organise autre chose. C'est la kétamine c'est ton corps qui se met à produire plus de kétamine. Donc il n'y a pas que les cheveux qui vont subir l'influence. Il y a la peau, les poils, les ongles, etc. Oui. Donc c'est un ensemble. Ton corps, c'est une machine. Et il fonctionne aussi
selon les influences cosmiques, selon si tu les acceptes, tu les refuses, et selon si tu te laisses, voilà, subir, j'aime pas le mot subir, mais définir l'influence et prendre les proportions que tu vas juger bonnes pour ton équilibre. Voilà. De toute façon, ça se voit. L'été, on est plus joyeux, on a plus de beaux moteurs, voilà, on a envie de sortir plus tard le soir, c'est vrai, à la fraîche, etc. Donc, c'est encore un équilibre qui se fait dans l'équité c'est la définition qui va pêcher là, parce que, ouais, bref, c'est un équilibre qui se fait, et voilà, qui fait partie du mode de vie humain, parce que c'est quelque chose qui fait partie des choses qui nous ont été transmises depuis des siècles par tous nos ancêtres également. Et ça, c'est aussi rentré physiologiquement dans notre corps, grâce à l'influence de notre âme. Ah là, ça va devenir compliqué si on continue à expliquer, donc. Bah, c'est sûr, même. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça qu'il faut le comprendre et s'en servir. Voilà. Et s'en servir, ça ne veut pas dire en abuser, comme toutes les bonnes choses. Voilà, on va vous reprendre pour la vidéo suivante. Voilà, on partage et on arrive.